Quel statut pénal pour un enfant à naître mort dans un accident de la route? Le parquet d'Arras avait tranché, mais le parquet de Melun relance le débat. Bonsoir maître Antoine Réglet. Bonsoir Michel. Avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit routier, vous défendez ou représentez un couple qui a donc perdu un enfant à naître quelques jours avant le terme dans un accident de la route. On en avait parlé, c'était l'été dernier. Le parquet d'Arras avait rejeté la plainte, a rejeté la plainte pour homicide involontaire. Or, cette semaine, dans l'affaire Palmade, cette fois très médiatisée, le parquet renvoie l'humoriste devant le tribunal pour homicide involontaire dans un cas pas similaire, mais dans un cas qui est comparable. Voilà le décor, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. D'abord, comment va le couple de Douaisiens ? C'est encore très compliqué pour Angélique et Valentin. Valentin a repris le travail parce que, à un moment, les considérations économiques priment. Angélique est encore dévastée physiquement parce qu'elle avait été grièvement blessée aussi et psychologiquement. Ils sont encore dans l'appartement qui devait accueillir Jade. La chambre n'a pas été défaite d'un iota et le deuil n'est pas encore fait. Et je pense aussi que la décision du procureur d'Arras n'a pas aidé à cette entreprise de deuil. Et après que le procureur d'Arras a refusé, nous avons saisi le juge d'instruction d'Arras qui, elle, parce que c'est une femme, a décidé d'instruire... Parce que c'est une femme. Alors, c'est pas parce que c'est une femme, je dis parce que c'est une femme, parce que j'ai dit elle, le juge. Mais peut-être qu'il y a un lien de causalité et que la sensibilité qui est la sienne, en tant qu'en plus jeune femme, puisqu'elle doit avoir une bonne trentaine d'années, eh bien, l'instruction est ouverte pour homicide involontaire. Ça veut pas dire qu'à la fin, on aura un procès pour homicide involontaire, mais on se retrouve du coup, c'est vrai, dans la même configuration que dans le dossier Palmade, où on a un juge d'instruction qui va faire son enquête, qui va transmettre le dossier au parquet, et le parquet dira si oui ou non, lui veut renvoyer devant le tribunal pour homicide ou non, et le juge d'instruction décidera. Donc là, vous avez dit... Le parquet de Melun renvoie devant le tribunal correctionnel. Toute petite nuance, le parquet de Melun demande au juge d'instruction de renvoyer pour homicide involontaire. Et désormais, c'est à ce magistrat instructeur, dans les semaines qui arrivent, de dire si oui ou non il renvoie. Et après, les parties peuvent aller en appel, voire en cassation. Alors, sans entrer dans les détails techniques des deux procès, des deux dossiers, mais précisons simplement que le couple que vous représentez, c'était un 28 juillet, se rendait ou était sur le trajet de la maternité. C'était 4 jours avant le terme, donc c'était vraiment en toute fin de grossesse que l'accident a eu lieu. Le bébé n'a pas pu être sauvé. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur le sujet depuis les années 2000, est claire. En droit pénal, un fœtus n'existe pas, sa mort ne peut pas être reprochée à quiconque, il faudrait que le bébé respire, c'est ça ? Oui, pour considérer que le bébé, le fœtus devienne un bébé et un enfant avec une protection juridique, il faut qu'il soit né viable et qu'il ait respiré au moins quelques secondes. C'est pas le cas dans le dossier d'Angélique et Valentin, ça semble pas être le cas dans le dossier Palmade, et c'est vrai, vous l'avez rappelé, donc dans ces considérations-là, la jurisprudence considère que on ne peut pas tuer quelqu'un qui n'existe pas. Et le fœtus, soit-il à 2 jours de sortir du ventre de sa mère, est encore considéré comme une chose juridiquement parlant. En droit pénal, ce n'est pas un être humain. En droit pénal, c'est une chose, avec un statut particulier, mais ce n'est pas un être humain doué des droits des autres êtres humains. Alors que change cette décision de Melun ? La décision de Melun, elle change en ce que elle vient mettre sur le terrain et médiatique et juridique une jurisprudence qui a 22 ans d'âge. Voilà. Aujourd'hui, on sait, parce que l'Organisation mondiale de la santé nous l'a encore confirmé récemment, qu'un fœtus qui a 22 semaines de grossesse et qui pèserait 500 grammes est capable de vivre en dehors du ventre de sa mère. Ce sont les très très grands prématurés. À partir de 22 semaines, scientifiquement, on considère donc que la vie existerait plus qu'avant, et que des droits donc devraient être alloués à ces fœtus devenus quasi enfants. Ça change en ce que ça fait 22 ans qu'on attend que la jurisprudence se reprononce. Pour que la jurisprudence de la Cour de cassation évolue, ou qu'elle confirme sa position, il faut qu'elle soit saisie, la Cour de cassation. Et pour qu'elle soit saisie, il faut d'abord qu'il y ait eu un appel, et pour qu'il y ait un appel, il faut d'abord qu'il y ait un juge qui ait statué sur la question. Et depuis 22 ans, comme le parquet d'Arras, tous les juges viennent dire la Cour de cassation a tranché, on se cache derrière. Là, on a un magistrat qui est courageux, qui vient dire ah ben on va peut-être remettre ça sur la table. Mais si je vous écoute bien, la porte serait ouverte, alors que ça peut très bien être une petite parenthèse.
Oui, ça peut finir avec beaucoup de déception, mais au moins la porte est entrouverte. Et si vous voulez, moi je crois, et c'est ce que j'ai reproché au parquet d'Arras, c'est d'avoir finalement mis un mouchoir pudique sur la question, en disant oui, bon, ça fait 22 ans que la jurisprudence est celle-là, donc on va pas aller chercher ailleurs, et de toute façon, il y a peu de chances que la jurisprudence change, on y viendra peut-être dans un instant. Moi, je veux saluer le parquet de Melun, qui est courageux, c'est opportun que de le faire. C'est certainement aussi parce que c'est un dossier médiatique et que on veut se servir d'un dossier médiatique pour faire évoluer la loi, ou alors peut-être avec beaucoup moins d'honneur, peut-être qu'on a simplement envie de punir plus sévèrement Pierre Palmade que ce que la loi le prévoit. Ce que vous dites, c'est que le statut médiatique de Pierre Palmade change les choses. Le statut de Pierre Palmade aide à faire renaître le débat. Et la haine et la colère qui existent contre ce prévenu innocent depuis 1 an et demi, je crois, aide le parquet à adopter une position qu'il n'a pas adoptée depuis 22 ans. Antoine Réglet, avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit routier. Vous aviez déjà décidé d'en appeler au pouvoir législatif pour modifier la loi. Ça fait plusieurs mois aussi qu'un député mosellan, député LR Fabien Di Filippo, planche sur un projet de loi. Et désormais, alors, une locale de l'étape, Violette Spielbutz, porte-parole de Renaissance, est également entrée dans ce combat. Pourquoi, comment ? Pourquoi, comment ? Parce que j'ai eu la chance de la rencontrer par le biais d'une connaissance et je l'ai sensibilisée après que Fabien Di Filippo m'a envoyé sa proposition de loi. Je l'ai amendée, je l'ai corrigée avec les compétences en droit. Vous êtes sur le dossier en ce moment ? Ah oui, alors d'abord, on l'a été, puis on a vu Violette au cabinet qui véritablement a pris le dossier sous le bras. Je suis allé la rencontrer à l'Assemblée, j'ai travaillé avec ses équipes. Une proposition de loi a été déposée en novembre 2023 par Fabien Di Filippo. Elle est actuellement en cours de nouvelle rédaction parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté juridique que je vous épargne, qui nous embêtait beaucoup et qui pouvait mettre fin finalement à ce projet. Je crois savoir que la proposition intéresse la chancellerie, qui jette un œil très attentif, eu égard aussi aux conséquences que cela pourrait avoir, parce que vous avez beaucoup de gens qui disent « mais si on accorde un statut au fœtus, est-ce qu'on remet en cause l'IVG ?» Bon, la réponse est non, on l'avait déjà dit, on le redit, et en plus depuis lundi, l'IVG est protégée constitutionnellement. L'IVG, depuis lundi, vous l'avez dit, est entrée dans la Constitution, et rappelons sur les ondes de RCF que la position de l'Église n'a pas changé, elle défend la vie du début jusqu'à la fin. La proposition de loi, alors dites-moi si je me trompe, mais vise à permettre d'étendre la qualification d'homicide aux actes ayant causé le décès in utero d'un fœtus viable. Est-ce que c'est ça ? Il n'y aurait plus forcément la notion de respirer après la naissance ? Oui, on abandonnerait cette création jurisprudentielle parce que c'est marqué nulle part dans la loi que les droits viennent avec la respiration et la viabilité. La loi, elle dit autrui. Et en 2002, la Cour de cassation s'est retrouvée devant une grande difficulté qui tendait à dire mais c'est qui autrui ? Et elle a donc posé des critères jurisprudentiels qui sont insatisfaisants en ce que, en France, comme dans les démocraties, c'est pas les juges qui font la loi, ce sont les parlementaires qui font la loi. Et donc aujourd'hui, très clairement, la Cour de cassation, que ce soit dans le dossier Palmade ou dans le dossier d'Angélique, va certainement confirmer sa position qui vise à protéger justement la vie in utero et puis aussi, mais même si ce débat n'est plus actuel, à protéger le droit des femmes à avorter. Donc il faut changer la loi parce qu'il y a tout à craindre ou à espérer selon ce qu'on veut, et bien que la jurisprudence ne change pas en réalité. Pour en revenir au dossier, au couple que vous défendez, est-ce qu'il y a un calendrier déjà avec d'autres rendez-vous fixés ? On a déposé plainte auprès du juge d'instruction en décembre. Je pense que d'ici la fin d'année 2024, le parquet aura à se positionner. Est-ce qu'il confirmera sa position initiale ? Est-ce qu'il prendra avec lui la position de Melun ? C'est très intéressant, mais vous voyez, c'est ça qui est très dérangeant. Qu'on soit à Arras, à Douai, à Melun, à Marseille, en réalité, la justice n'est pas égale et ça, c'est insupportable pour les citoyens. Le texte de la proposition de loi, finalement, dont on parle à l'instant, est-ce qu'elle est appelée à être une continuité ou alors elle n'a rien à voir avec le texte que vous étiez venu commenter ici, ce texte sur l'homicide routier ? Ah, ça n'a rien à voir. L'homicide routier, moi j'ai été très très virulent sur cette loi en ce que le pouvoir politique a fait de la communication sur le dos des victimes. C'est-à-dire que changer des mots
C'était important pour les victimes qui disent bah oui, homicide involontaire, nous ça c'est insupportable pour nous, on veut parler d'homicide routier, très bien. Mais est-ce qu'on a réparé les drames d'hier et anticipé les drames de demain? Pas du tout. Donc je suis très critique parce que cette loi elle change rien et on vient se faire mousser. Quand je dis on, ce sont ces rapporteurs qui ont osé dire que changer les mots c'était révolutionnaire. On utilise le mot de révolution. Pour les victimes, c'est important pour les victimes. Mais c'est important, mais ça change quoi dans leur vie? En quoi on anticipe les drames de demain? En quoi ça prévient les drames de demain? Dans le livre qu'on sort le 10 avril avec des victimes de la route à qui je donne la parole pendant de longues pages, des victimes qui sont en majorité du Nord-Pas-de-Calais, on explique ce que c'est que d'être victime d'un drame de la route, on explique comment on s'en sort. C'est un livre fait de témoignages de résilience, c'est pas du tout un livre où on confirme en se disant waouh, c'était lourd. Et les victimes sont super critiques sur la loi sur l'homicide routier, ce sont les premières à dire on s'est moqué de nous. Ça s'appelle Drame de la route, combat contre l'injustice. Pour ne pas être victime deux fois, ça fait entre 350 et 400 pages. Combien de 320, allez, sinon on va pas décourager tout le monde. 320 pages. Quelle est la place accordée aux victimes? Est-ce que c'est vous, Maître Réglé, qui racontez votre expérience ou est-ce que vous leur donnez la parole? Au départ, le livre il est fait pour leur donner la parole. Pour leur donner la parole parce qu'elles m'ont toutes dit on est victime deux fois. Alors pourquoi victime deux fois? Victime de l'accident, d'abord, évidemment, une première fois. Et c'est quoi être victime une deuxième fois? C'est être victime des lenteurs de la justice, c'est être victime d'une justice qui n'est pas, selon elle, assez sévère, c'est être victime de certains comportements d'assurance qui tendent à dire vous avez peut-être commis une faute dans votre accident et du coup on va moins vous indemniser. Ce sont des personnes réelles? Ah oui, oui, ce sont des personnes réelles qui viendront avec moi pour certaines dans les médias. Certaines ont voulu protéger leur anonymat. C'est l'injustice qui les a fait sortir du silence? Ah, c'est l'injustice qui nous a fait sortir du silence. Parce que moi, depuis que je suis gamin, et je le raconte un peu dans le livre, parce que mon éditeur a voulu que je parle un peu de moi. Alors c'est vrai que ça me dérange pas tellement, mais bon. Oui, je raconte en quoi et comment ma vie d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte m'a fait vouloir être avocat. D'abord avocat de ceux qui font des bêtises, avocat pénaliste en défense, et comment je suis arrivé au fil des rencontres à vouloir défendre les victimes que je pensais en réalité ne pas avoir besoin d'aide. Moi je pensais que les victimes avaient tout le monde avec elles. Les assurances, le parquet, les médias, tout le monde. Et en réalité je me suis rendu compte que il y avait personne qui s'intéressait vraiment à elles. Et moi j'ai décidé de m'intéresser à elles. Ça s'appelle Drame de la route, combat contre l'injustice. Ça sort en avril. Je vous ai entendu chez des confrères commenter les aspirations d'hommes et de femmes politiques sur les décisions de justice. Et vous dites il faut que la justice reste indépendante. Oui, mais c'était sur l'homicide routier. Alors, il y a un petit son qu'on entend, mais c'est rien de très grave, c'est simplement une alarme. C'est le livre qui met le feu à l'actualité. Voilà. Oui, dans le débat sur l'homicide routier, oui, on a entendu les rapporteurs de la loi dire les juges sont pas assez sévères, il faut que les juges soient plus sévères. Et ça m'a choqué. On peut penser que la justice n'est pas assez sévère, mais quand on est législateur, venir dire au pouvoir judiciaire il faut que vous tapiez plus fort, c'est une violation manifeste de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est grave dans une démocratie. Mais c'est un avis, c'est pas non plus une contrainte. Ah non, là c'était une invitation très très forte. C'était pas un avis. Parce que si ils voulaient vraiment que les magistrats soient plus sévères, il y avait l'occasion par exemple de rétablir les peines planchées. Vous savez, ce sont les peines qui avaient fait par M. Sarkozy à l'époque, en disant alors que dans le droit pénal français on n'a que des maxima, que des peines maximales, en fait on va aussi mettre des peines minimales en deçà desquelles les juges peuvent pas aller. Mais là, en réalité, ça n'a pas été fait. Donc c'est la preuve par A plus B qu'on a un discours de communication et que derrière, en fait, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Donc moi, cette loi, faut pas me lancer dessus, sinon je vous fais jusqu'à 20h. RCF Hauts-de-France, Maître Antoine Réglé, l'invité de ce 18-19. On change de thème, alors je rappelle que la petite musique, il n'y a rien de grave, hein, c'est une alarme qui s'est déclenchée. On change de thème, mais ça intéresse aussi nos auditeurs. Le mois dernier, les eurodéputés, oui, il y a quelques jours, et c'était le mois dernier, les eurodéputés ont voté en faveur d'une révision des règles encadrant le permis de conduire. Le texte invite les États membres à mettre en place des visites médicales pour les automobilistes, mais sans obligation, alors qu'on nous vendait il y a quelques jours, quelques semaines, une visite médicale obligatoire. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, d'abord, les visites médicales, elles existent déjà en droit français, d'abord pour les professionnels de la route. Tous les 5 ans, ils sont soumis à des visites médicales obligatoires. Les professionnels de la route. Les professionnels de la... c'est pas rien, parce que les professionnels de la route, ce sont ceux, généralement, qui conduisent les véhicules les plus dangereux, parce que les plus lourds. Mais là, on pense notamment aux personnes à 75, 80, 85, 90 ans. Ça existe déjà, c'est pas obligatoire, mais aujourd'hui, si le préfet du Nord ou d'ailleurs a connaissance de ce que telle personne aurait une maladie qui la ferait s'endormir au volant, par exemple,
il peut, le préfet, décider de soumettre à une visite médicale cette personne. Est-ce que ça arrive régulièrement? Non. Ça arrive pas régulièrement, et heureusement, parce qu'il y a très peu de gens qui dénoncent leur voisin en disant tiens, lui il a du diabète, lui il est narcoleptique, heureusement. Alors obligatoire, moi j'étais contre parce que généralement j'aime pas trop ce qui est obligatoire d'abord, je suis un peu un rebelle, et parce que je considérais que c'était stigmatiser les personnes âgées. Vous déciderez à partir de quel âge on est âgé. Personnes âgées qui, je le rappelle, ne sont pas celles qui causent les accidents en majorité. Donc on imposerait des visites médicales aux personnes âgées qui causent moins de décès sur la route que les jeunes à qui on n'imposerait pas les visites médicales. Et puis une visite médicale tous les 15 ans, ça rime à quoi? Pardon, ça veut rien dire. Donc pas de limite, selon vous. On peut conduire jusqu'à ce que le corps nous le permette? Moi, je crois en la responsabilité individuelle. Et je pense, contrairement aux législateurs européens ou français, que la liberté c'est important. Et c'est vrai que si demain mon fils meurt à cause d'un vieux qui n'était pas capable de conduire, peut-être que je changerai de position. Et j'entends les victimes qui me disent nous c'est insupportable. Moi je suis assez contre la stigmatisation, la discrimination, et derrière ce texte j'y voyais une discrimination selon l'âge et l'état de santé. Et pardon, mais venir dire à quelqu'un parce qu'il est malade, et il n'est pas fautif d'être malade de la même manière qu'on n'est pas fautif d'être vieux, vous avez moins de droits que d'autres, ou vous avez plus d'obligations que d'autres, c'est pas mon truc. Dernière question, le temps file, on aurait pu aborder de nombreux thèmes, mais une autre actualité, ce sont les jeunes qui désormais peuvent conduire à 17 ans, le permis de conduire. Est-ce que vous avez déjà eu des clients, ou pas encore des parents d'enfants de 17 ans? Et est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que par exemple les juges pour enfants connaissent le droit routier? Est-ce que ça pose pas problème? Ça c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on a fait encore une loi un peu électoraliste, je pense, parce qu'on se dit, tiens, si on donne le permis à ceux qui ont 17 ans aujourd'hui, demain, ils voteront pour nous. Un peu comme Valéry Giscard d'Estaing l'avait fait en son temps pour la majorité de 21 à 18 ans. Non, les juges des enfants ne sont pas formés à cela, mais ils sont juges, ils vont apprendre sur le tas, mais ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que les mineurs, parce qu'ils sont mineurs, sont moins sanctionnés que les majeurs. Pourtant, ils peuvent aussi donner la mort au volant. Donc, c'est peut-être très bien, dans nos régions parfois un peu reculées, qu'on puisse conduire à 17 ans. Maintenant, si ça conduit à l'impunité du mineur, c'est en cas de délit routier, ça reste des juges pour enfants qui se saisissent du sujet. Oui, alors il n'y a plus cette excuse automatique de minorité. Maintenant, on le sait, oui, les juges des enfants n'ont pas la même répression que les juges des adultes. Merci beaucoup Antoine Réglet d'être passé dans ce studio. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit routier, avocat au barreau de Lille. Merci d'être passé. Merci. Et je reprécise que cette petite musique qui vient de s'arrêter, c'était simplement l'alarme incendie. Et votre ouvrage, Antoine Réglet, sort en avril, s'appelle Drame de la route, combat contre l'injustice pour ne pas être victime 2 fois. Un livre où vous intervenez et un livre également de témoignages. Merci à vous.